Qui est contre? Il est adopté. L'article 21 bis, le 1268, Madame Ménard. Oui, c'est un amendement de suppression des alinéas 1 à 7. Cet article crée un chapitre entier au sein du Code de la santé publique pour les enfants qui sont nés avec une anomalie génitale. Et je ne suis pas sûre que ce soit absolument indispensable, puisque la question des enfants nés avec ce type d'anomalie peut déjà tout à fait être réglée à travers les principes généraux du droit de la santé. Étant entendu, et par précaution, et pour pas qu'il y ait d'interprétation bon, bref. Oui, pardon, je suis un peu fatiguée, spécieuse, voilà, je cherchais le mot, merci. Que la suppression de cet article et des alinéas que je demande ne doivent évidemment pas empêcher la reconnaissance de ces personnes et de leur souffrance. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Donc, je vais faire un commentaire un peu global parce qu'il y aura pas mal d'amendements qui seront du même genre et approchant. Donc, je donnerai un avis à ce moment-là qui sera qui sera motivé par ce que je vais dire. D'abord, je pense qu'il faut parler plutôt de variation plutôt que d'anomalie. Et je pense que c'est quelque chose qui est également important. Donc, vous souhaitez, dans ce cas de votre amendement, supprimer la totalité du dispositif relatif aux enfants présentant une variation du développement génital. Donc, j'y suis défavorable et je vais vous expliquer pourquoi. Pour mémoire, cet article 21 bis procède d'un amendement qui avait été adopté en séance publique à l'initiative de notre collègue monsieur Gérard et de plusieurs membres, ou même tous les membres du groupe La République En Marche. Et pour être assez sincère avec vous, ou tout à fait sincère avec vous d'ailleurs, j'ai été surpris par l'irruption, qui n'était pas prévue au départ dans le texte, qui n'était pas prévue, donc l'irruption de ce sujet en première lecture. Et donc j'avais pris l'engagement, je me souviens, dans l'hémicycle, avant de pouvoir aller un peu plus loin, j'avais pris l'engagement, dans le cadre de l'OPEX, d'organiser un certain nombre d'auditions pour faire une idée, d'ailleurs qui était ouverte à tout, pas simplement aux membres de l'OPEX, mais à tous les députés, pour nous faire une idée très précise du contexte pathologique. Et nous avons donc réalisé ces auditions, et il y a une note de l'OPEX qui est sortie jeudi dernier et qui est à votre disposition. Je pense qu'on l'a envoyée également, on l'a diffusée. L'article 21 bis prévoit une orientation systématique des enfants présentant une variation du développement génital vers les centres de référence des maladies rares du développement génital. Cette disposition s'inscrit dans la continuité de l'étude du Conseil d'État qui proposait d'orienter les familles des nouveau-nés présentant les variations les plus marquées vers un nombre limité d'établissements disposant de compétences pluridisciplinaires en la matière. Cette proposition a été reprise par le rapport que je viens de citer et également par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision de la loi de bioéthique. Dans ces centres se développe une expertise scientifique poussée de ces variations très diverses. Ils permettent également un suivi médical et psychologique des enfants, mais aussi des parents, ce qu'il ne faut pas du tout négliger. Ils sont à la pointe de la recherche, etc. Donc les auditions que j'ai menées à l'OPEX tentent à montrer actuellement que plus, et ça c'est important mes chers collègues, que plus de la moitié ou environ la moitié des enfants passent au travers de la maille du filet de ces centres pluridisciplinaires. Oui. Alors ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec un certain nombre de précautions parce qu'il s'agit de chiffres donnés par des praticiens. Il n'y a pas de statistiques. Mais ça c'est très important et ça montre bien que nous devons organiser de façon très précise l'accueil, la prise en charge, etc., de ces enfants. Et puis, il y avait également un élément qui est sorti de ces auditions, c'est qu'il y avait un problème juridique d'assignation de sexe et de pouvoir changer de sexe à l'état civil. Et je reviendrai là-dessus avec un amendement ou deux amendements, nous verrons à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour cela, avis défavorable sur cet amendement 1268. Madame Ménard. Oui, je vais le retirer et je vais retirer également le 1266, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc le 1268 est retiré, le 542 n'est pas défendu, le 1266 est retiré, le 544 n'est pas défendu, le 771, qui le défend, Madame Van Broek? Mais... Non.
Je vais Monsieur le Gouffy, défendre pardon. pour mon collègue Gérard, bien entendu, que j'associe à cet amendement. Le principe protecteur que nous avions co-construit et que vous rappeliez, cher rapporteur, en première lecture, afin de mieux prendre les droits des personnes intersexes, pose une obligation de concertation préalable pluricentrique, pluridisciplinaire et collégiale avant toute prise en charge médicale des enfants présentant des variations du développement sexuel. Cela répondait à la nécessité de poser un cadre déontologique plus strict, étant donné que la moitié des enfants dont les cas sont présentés au sein de la RCP, organisée par les 4 centres de référence du développement génital, a déjà fait l'objet d'opérations sans que les orientations thérapeutiques aient été débattues. Le présent amendement vise à clarifier que tous les cas des enfants présentant des variations du développement sexuel relevant de la nomenclature retenue par le corps médical depuis la conférence de Chicago en 2005 doivent être présentés au sein d'une RCP unique au niveau national avant d'envisager une intervention. Je vous remercie. Et donc, le sous-amendement 1794, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. Je propose de sous-amender et de dire que non seulement elle doit être conjointe, mais elle doit être également unanime. L'un des reproches qui est fait au centre de référence, c'est la logique interventionniste qui mène à des opérations de ces centres et la volonté d'indiquer que la décision doit être unanime vise à essayer d'encadrer ces pratiques et s'assurer que la décision soit réellement justifiée médicalement pour d'intervenir sur ces jeunes enfants. Monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement et l'amendement. Alors, sur votre sous-amendement, Monsieur Lachaud, non, nous ne fixons pas de principe d'unanimité. Et je ne pense pas que la loi doive le faire et doit fixer les modalités de fonctionnement d'une RCP. Je crois que c'est important. Par exemple, si 90% de la RCP souhaite l'intervention thérapeutique, mais pas un centre, il faudrait obligatoirement opérer. C'est l'exact contraire que nous souhaitons faire. Et je tiens à votre disposition un certain nombre d'histoires de patients qui montrent qu'effectivement, les décisions d'abstention, et notamment d'abstention thérapeutique, parce que c'est ça qui est important, c'est d'abstention thérapeutique a été pris dans un certain nombre de cas contre l'avis d'une grande partie de la RCP. Donc attention, nous sommes dans une volonté de préserver au maximum la possibilité d'une intervention chirurgicale qui serait considérée par certains comme une mutilation, et ce n'est pas forcément une mutilation, mais qui serait prise, et on est dans un cas très précis, en dehors de la volonté évidemment exprimée, parce que l'enfant est tout petit, de l'enfant. Et c'est là où on a notre responsabilité de législateur. Donc attention, actuellement la tendance très lourde est l'abstention thérapeutique. Encore une fois, Monsieur Lachaud, je vous le dis, nous avons un effort à faire parce que 50% des enfants passent au travers de ce filet. Et là, il y a un vrai souci. Donc je suis défavorable à ce sous-amendement. Et pour ce qui concerne l'amendement 771, c'est ça, Madame la Présidente. Alors, bien entendu, on a beaucoup travaillé là-dessus et je pense qu'il faudra le retravailler pour la séance. Il faut que les RCP se passent en même temps par visioconférence. En général, c'est par visioconférence. Pour qu'il y ait une décision collégiale dans la mesure du possible et que chacun prenne ses responsabilités. Nous n'avons pas, avec le gouvernement, votre proposition d'amendement, la mienne, qui n'est pas forcément meilleure, réussi à mettre cela dans la loi. Mais l'idée, en tout cas que nous défendons tous, c'est que cette CRCP soit faite en même temps avec le maximum de personnes et le maximum de centres, pour que la décision soit collégiale, annoncée par un des médecins, bien entendu, il n'est pas question que toutes les équipes se présentent, mais que la décision soit collégiale. Et il y a un amendement là-dessus, j'y reviendrai, avec un compte-rendu, bien entendu, officiel, mais ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, je vous demande de le retirer et on essaie de le rédiger ensemble parce qu'on n'a pas trouvé encore de moyens d'arriver à une bonne rédaction. Monsieur Gouffier-Cha. Oui, merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour vos explications. Donc, je retire et puis nous aurons l'occasion de revenir dans quelques minutes sur un autre amendement
sur ce sujet de la RCP et des avis. Merci. Donc il est retiré. Le 1770, monsieur Eliaou. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que moi j'ai inséré l'ensemble, c'est-à-dire que si je reprends la phrase à la première phrase de la linéa 4, ça fait la prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation de l'ensemble des équipes pluridisciplinaires. Mais encore une fois, ça prête à interprétation. Donc là aussi, moi, je vais le retirer pour pouvoir travailler ensemble sur une rédaction qui montre bien la volonté du législateur qu'il y ait des RCP multisites en même temps. Donc il est retiré. Le 772, monsieur Gouffier. Non, madame Vincent-Broc. Cette fois-ci, ce sera madame Oui. Vincent-Broc. Donc, merci madame la présidente. Donc, je défends l'amendement de Raphaël Gérard. Le présent amendement donc, vise à clarifier le périmètre des centres susceptibles de participer à la décision des options thérapeutiques dans le cadre de la RCP. Il nous semble que la rédaction adoptée par le Sénat vient contrarier l'objectif que nous poursuivions collectivement en première lecture, à savoir de centraliser les discussions relatives à la prise en charge des enfants intersexes au sein des centres de référence qui disposent d'une expertise spécifique relative aux variations du développement sexuel, afin d'assurer une meilleure protection de l'intérêt de ces enfants. En l'occurrence, la notion de centre de référence maladies rares compétent est dangereuse et ambiguë. D'abord parce qu'elle laisse penser que tous les centres de référence maladies rares de la filière Firando, au titre de leur labellisation en tant que centre de référence, sont qualifiés pour décider des options thérapeutiques possibles concernant les enfants intersexes. D'autre part, elle nuit à l'articulation des missions que nous avions définies entre les centres de référence et les centres de compétences. Si la prise en charge médicale peut être assurée par une équipe d'un centre de compétences, il nous apparaît indispensable de centraliser l'expertise et le pouvoir de décision en matière d'orientation thérapeutique aux centres de référence qui sont chargés de faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients et de coordonner des travaux de recherche, ce qui n'empêche pas d'inviter les centres de compétences à présenter leur propre cas. Il nous apparaît donc important de rétablir un champ restrictif de la RCP en tenant compte de la volonté du Sénat d'intégrer les centres de Necker et Debré, qui disposent d'une expertise précieuse en matière de prise en charge des hyperplasies congénitales et surrénales, et en laissant le soin à l'arrêté ministériel de définir la liste des centres concernés. Je vous remercie. Merci. Deux sous-amendements, le 1591, monsieur Touraine. Oui, également avec Raphaël Gérard, nous rejoignons la préoccupation formulée par beaucoup de nos collègues, et je vous propose de revenir à la rédaction adoptée en première lecture, à la quasi-unanimité de notre Assemblée. Le principe protecteur que nous avons retenu repose sur une obligation de soumettre chaque cas de variation du développement sexuel à une réunion de concertation pluridisciplinaire où les orientations thérapeutiques possibles sont discutées de manière collégiale. Ce principe n'est bien sûr véritablement protecteur qu'à deux conditions qui ont déjà été évoquées. Premièrement, qu'il s'applique à tous les enfants intersexes, et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et deuxièmement, que ces enfants soient orientés vers les équipes les plus spécialisées et les plus expertes dans le domaine très spécifique de chaque variation du développement sexuel. Merci, monsieur Lachaud, pour le 1797. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Déjà, pour rappeler qu'il s'agit là de sous-amendements de repli et un peu de dépit, puisque nous avions travaillé avec notamment le collègue Gérard sur ces questions dans le cadre du groupe d'études présidé par le collègue Lachaud, et nous avions, je crois, construit un consensus, y compris avec les collectifs de personnes concernées, qui s'alignaient aussi sur les recommandations internationales pour l'interdiction de ce que les mêmes personnes concernées décrivent comme des mutilations. Et donc, c'est vrai que lors de ce débat en première lecture, nous avons eu la mauvaise surprise de voir arriver cet amendement décidé et négocié au sein de la majorité qui revenait en fait sur cette position de consensus. Et donc nous voilà obligés de sous-amender. Dans ce cas, il s'agit de compléter l'alinéa 4 pour s'assurer que seuls les centres ayant démontré leur aptitude à respecter les droits humains soient habilités. En effet, certaines pratiques interventionnistes
méconnaissent le principe d'intégrité du corps ayant pu être constaté. Il s'agit donc de s'assurer qu'aucun enfant présentant une variation du développement génital ne soit mutilé. Et je crois que en référence à toutes les positions au niveau international et le travail fait par les collectifs de personnes intersexes, c'est vraiment le strict minimum qu'il faudrait intégrer dans cet article. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, je commence par quoi? Par les sous-amendements? Vous préférez? Oui, hein. Alors, le sous-amendement 1591 déposé par Monsieur Touraine. Monsieur Touraine, j'ai envie de dire favorable, mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est pour ça que je vous pose une question. Je suis d'accord avec l'exposé des motifs, et je vais expliquer pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez restreindre au développement génital. C'est-à-dire qu'en fait, et je réponds un peu globalement aux deux sous-amendements et à l'amendement, il est important, et je l'ai dit, que le maximum d'enfants présentant ces variations soit présenté, Monsieur Lachaud, si vous n'êtes pas d'accord, prenez la parole, soit présenté à des centres. Soit présenté à des centres. Et je pense que ces centres sont totalement compétents pour le faire. Après, il y a, et je réponds à cela au sous-amendement Madame Obono, il y a des centres qui traitent des patients. Je ne suis pas sûr qu'ils ne respectent pas les droits humains, Madame Obono, il ne faut quand même pas exagérer. Mais je crois qu'il est très important, à l'heure actuelle, de pousser et d'inciter à ce que les enfants présentant ces variations soient adressés à des centres de compétences et puis qu'ils fassent des RCP. Donc là, il y a un vrai souci. Donc je comprends votre exposé des motifs, Monsieur Touraine, mais j'ai du mal à comprendre l'intitulé parce que, quelque part, vous rétrécissez la compétence de ces centres. Vous leur dites, c'est simplement en développement génital. Il y a d'autres centres, et notamment les centres de génétique des maladies rares endocriniennes, pour les hyperplasies surrénales congénitales des surrénales, qui vont également s'en occuper et qui ne sont pas forcément intitulés comme étant des centres spécialisés dans les anomalies de développement génital. Vous voyez mon point? Sinon, je donne un avis de sagesse là-dessus. Avis défavorable sur le sous-amendement présenté par M. Lachaud et par Mme Obono. Quant à l'amendement... Voilà, et les deux sont avis favorables, c'est ça. Et juste un point concernant Madame la présentation de votre amendement, ma chère collègue, c'est que effectivement, il n'y a pas de confusion dans la mesure, et ça a été posé au niveau du gouvernement. Alors, il y a une hiérarchie entre les centres de compétences et les centres de référence, bien entendu, mais là, il s'agit de centres de référence qui sont compétents plutôt qu'habilités parce que ça créerait des niveaux supplémentaires d'habilitation. C'est pour ça que je vous demande de retirer votre amendement qui entraîne plus de confusion que de précision. Ou alors vous acceptez les sous-amendés par celui de M. Touraine. Alors, Madame Hansenbrock, si vous rejetez l'amendement, vous le retirez ou le maintenez? Ça change tout. Ah oui. Quel choix. Alors en fait, je suis un peu embêtée parce Non, que c'est c'est donc une première écriture de... Bah tu m'entends pas, mais pourtant je suis dans le micro. Bah oui, mais... Alors je vais essayer de parler plus fort. Non, mais il n'y a pas de souci, mais... dans le micro, je suis dans le micro, et donc je vais donc vous donner ma réponse tout de suite, et qui est donc celle-ci. Non, mais si vous le retirez, Ouais. Monsieur Lachaud ne prend pas la parole, si vous le maintenez, allez, Je le retire. il est retiré. Le 773 qu'il défend, Monsieur Gouffier-Cha. Je vais le défendre au nom de notre collègue Raphaël Gérard. Merci Madame la Présidente. Le principe protecteur que nous avons posé en première lecture et dont nous parlions tout à l'heure repose sur l'obligation de concertation préalable entre les centres de référence spécialisés avant toute prise en charge des enfants présentant des variations du développement sexuel. Cette réunion de concertation permet de déterminer ce qui relève du traitement des pathologies découlant des variations et ce qui relève des opérations de conformation sexuée. Elle éclaire toujours le choix des parents qui ont la responsabilité de choisir de différer ou non le temps, certaines opérations, bien entendu. Dans ce cas, nous proposons d'enregistrer l'avis ainsi que les options thérapeutiques possibles
définie par la réunion de concertation pluridisciplinaire au sein du dossier médical du patient, en application des droits liés à l'information médicale du patient, inscrit à l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique. Une telle disposition figure au niveau législatif en cas de diagnostic d'anomalie génétique grave à l'article L. 1131-1-2 du Code de la santé publique, et elle est à même de restaurer les relations de confiance entre les personnes intersexes et le corps médical, longtemps entachées par une histoire du secret. Elle garantit, donc à travers cet amendement, la tenue de la RCP. Elle permet en toutes circonstances à l'enfant d'avoir accès à son histoire. Elle garantit un consentement éclairé des parents, car elle informe les parents des cas où l'on peut envisager l'abstention thérapeutique. Elle permet enfin de faciliter le suivi clinique des enfants présentant des variations en enregistrant les changements significatifs d'orientation thérapeutique entre la proposition thérapeutique de la RCP et le traitement effectivement délivré. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lachaud, pour le 1798. Bien, je regrette vraiment la tournure que prend ce débat. Nous parlons d'un sujet qui concerne 1,7% des enfants qui naissent dans ce pays. Et je ne comprends pas la manière dont la majorité a organisé ce débat. Je pense qu'il faut en revenir à des principes. Les Nations Unies, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe ont considéré que les opérations sur les enfants intersexes sont des mutilations et devraient être interdites hors nécessité vitale. Bien. Là, nous parlons des droits humains, monsieur le rapporteur. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez sur les centres de référence qui respectent les droits humains, etc. C'est faux. Voilà. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas la France Insoumise qui le dit, ce sont des institutions internationales dont on ne peut pas remettre en question le travail et les études. Donc, à un moment donné, j'aimerais vraiment que cette question qui crée des souffrances terribles pour des milliers d'enfants, pour des milliers de parents, tous les ans, à un moment donné, on le traite avec sérieux et que l'on arrête de dire que parce qu'on le fait en France depuis maintenant des décennies, c'est merveilleux, alors que la plupart des organisations internationales disent que c'est des mutilations et des tortures. Donc, à un moment donné, c'est exactement ce qui a été dit quand on dit que les centres de référence font des choses très bien et qu'il faut que tous les enfants aillent dans ces centres de référence. La réalité, c'est que peut-être que ça empêche certains enfants de se faire charcuter par des gens qui ne sont pas compétents, mais la réalité, c'est qu'ils vont dans des centres de référence où la logique, c'est l'intervention sans tenir compte du consentement de l'enfant. La vraie question, elle est là. C'est la question du consentement à ces opérations. Et donc, la moindre des choses, et c'est ce sous-amendement, j'y reviens, j'aimerais que l'on inscrive dans la loi que les centres de référence doivent informer les parents des prises de position des organisations internationales sur ces opérations. Que l'on informe les parents que l'ONU, que le Conseil de l'Europe, que le Parlement européen considèrent que ces opérations sont des mutilations. Et là, nous aurons une information libre et non faussée des parents. Merci, monsieur le rapporteur, pour ce sous-amendement et cet amendement. Bon, je crois qu'il faut absolument calmer le débat. Il est bien... Monsieur Lachaud, ce que vous avez dit est très important et nous avons eu des auditions nombreuses et répétées avec des personnes que nous avons vues et nous n'avons pas auditionné que des médecins. Nous avons auditionné des associations de patients, nous avons auditionné des associations de parents de patients et il y a eu des moments très difficiles, extrêmement difficiles. Bien. Et je crois qu'on est allé pour un certain nombre d'auditions au bout du sujet, c'est-à-dire que c'était très dur. Nous avons réalisé effectivement qu'il y avait une véritable souffrance et qu'au-delà de la loi et des principes qui étaient extrêmement importants, il y avait des pratiques qui étaient inacceptables. Nous, en tant que législateurs, nous avons à faire en sorte que ces pratiques cessent par des incitations. Déjà le code civil, non mais en inscrivant dans la loi. Après, malheureusement, on ne va pas derrière. Bon. Et en allant justement sur un petit nombre de centres, et j'insiste sur un petit nombre de centres, donc plus facile à surveiller, à encadrer, à habiliter qu'un grand nombre de centres. Et moi, mon souci actuellement, c'est le nombre important d'enfants qui passent à travers. Et ça, c'est quelque chose
sur lequel il faudra réfléchir. Ensuite, tout ce qui est opération de mutilation, ça c'est déjà encadré par le Code civil, et je ne vous lis pas les articles, mais mais c'est pas pour ça que c'est pas fait. Donc, j'ai vraiment conscience de ça. Hein. J'ai vraiment conscience de ça. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de construire un texte de loi qui soit adapté à la faisabilité, à ce qui devra se passer demain, à ne pas traiter sur le même plan l'hypospade antérieure et l'hypospade postérieure, à ne pas considérer qu'il s'agit d'opérations esthétiques, à ne pas considérer qu'il s'agit d'opérations de confort, soit pour la société, soit pour les parents, et la liste n'est pas terminée. C'est ça l'objectif. Et moi, mon objectif, et je pense que l'objectif de tous ici, c'est que ces pratiques qui sont détestables cessent. Alors, voilà, moi je ne suis pas défavorable à votre amendement sur le principe d'être défavorable à votre amendement, mais je crois qu'il est important de prendre en considération qu'il y a des voies d'amélioration et que ces voies d'amélioration, c'est nous les législateurs qui peuvent essayer de paver ce chemin. Donc je vous demande de... Oui, et sur l'amendement de M. Gérard, je n'ai pas répondu, excusez-moi. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais très rapidement, vous souhaitez qu'un document retraçant les comptes rendus des RCP communes, ou on va les appeler comme ça pour l'instant, avec les propositions thérapeutiques soient communiquées. Mais c'est déjà fait, et c'est important de le signaler, mais c'est déjà fait au niveau réglementaire et au niveau de la déontologie. C'est des bonnes pratiques de toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire qui ont été construites sur le modèle des RCP de cancer. Donc, je demande de retrait. Pour le coup, je maintiens. Donc, il est maintenu. Monsieur Chiche ? Oui, merci, Madame la Présidente. Eh ben, écoutez, je me réjouis du maintien de cet amendement parce qu'effectivement, ça fait une demi-heure qu'on a commencé à aborder ce sujet. Ça fait 10 mois qu'on a un texte existant sur lequel on est unanimement d'accord sur le fait de dire qu'il faut pouvoir agir, encadrer par la loi, restreindre, permettre, comme d'habitude pour une loi de bioéthique. On nous parle de trouver une rédaction qui conviendrait au mieux, mais moi je crois qu'à partir de maintenant, il va falloir poser des actes, mes chers collègues. On a été condamnés, on s'est fait remarquer par la quasi-totalité des organisations internationales qui ont eu à se positionner sur le sujet. Il y a un enjeu d'enfants mutilés, sans argumentation médicale, ou plutôt des actes irréversibles et des décisions qui ont été prises sans recueil du consentement des enfants concernés et hors nécessité vitale. Et je crois qu'il faut venir borner la pratique de ces interventions le plus rapidement possible. Et les borner, c'est simplement s'assurer qu'il y a un caractère d'urgence vitale qui vient motiver une intervention chirurgicale. Et en dehors de cela, il faut s'en remettre au consentement éclairé de l'enfant. Mais vraiment, mes chers collègues, on ne va pas pouvoir repousser le sujet ad vitam aeternam de commission en séance et de séance en commission. Sinon, on en sera encore à la dernière lecture dans 2 mois. Et je crois qu'en attendant, il y a énormément d'actes non justifiés qui se produisent et c'est bien malheureux. Merci, Madame Bono. Oui, je crois que le débat ne porte pas vraiment sur le fait qu'il y a des opérations qui sont bien menées ou qui seraient bien pratiquées et d'autres qui le seraient mal et qui seraient des mutilations. C'est le principe même de l'opération qui est considéré par toutes les instances dont on vous a parlé comme une mutilation. Parce que ces opérations s'exercent sur des personnes qui n'ont pas donné leur consentement et que le principe même de l'inviolabilité du corps humain, de l'intégrité physique et de l'autodétermination de ces personnes est remis en cause par la pratique elle-même, qu'elle soit faite par de grands chirurgiens, des gens très bien techniquement, qui ont de beaux principes, ne change rien au fait que l'opération elle-même, telle qu'elle est faite, même avec toute la bonne volonté, la bonne technique et les bonnes intentions, est une mutilation du point de vue même de ces principes fondamentaux. Et c'est exactement ce que disent les personnes concernées. Et voilà pourquoi nous en sommes réduits à proposer ces sous-amendements. Mais la véritable borne, c'est l'interdiction. Hors nécessité vitale.
et tout, et vous avez eu les auditions, et vous avez fait les recherches, et vous savez que ce dont on parle, et c'était très bien que vous notiez qu'il ne faut pas parler d'anomalies, ce ne sont pas des anomalies, ce sont des variations. La question, c'est comment on fait en sorte pour que, en tant que société, on accepte le fait de ne pas assigner obligatoirement, systématiquement, à un genre, à un sexe, une personne, en dehors de sa propre volonté. Et c'est de ça qu'il est question. Merci Madame Obono. Monsieur Delatte. Oui, simplement pour signaler effectivement que le sujet est complexe et difficile à cerner parce qu'il y a de grandes diversités, quoi qu'il en soit. Et il faut savoir quand même que la majorité des cas de variation du développement sexuel ne posent pas de problème d'assignation à un sexe. Vous parliez tout à l'heure de l'hypospadias, notamment antérieure. Et puis, très rarement, il y a des cas d'urgence où on ne peut pas différer, comme dans le cas des hyperplasies congénitales, des surrénales. En tout cas, il faut savoir quand même que les pratiques, les interventions chirurgicales ou hormonales précoces ont considérablement diminué en France. Et je pense qu'il faut se référer aussi à l'avis 132 du CCNE. Je vous lis d'ailleurs ce qu'il avait été dit, c'est comment permettre au regard des parents et de la société d'évoluer vers un accueil inconditionnel de ces enfants si la seule solution proposée est une conformation aussi rapide que radicale à la norme établie. Voilà. Et ça, c'est important, c'est l'autodétermination du sujet qui doit être importante et ça appelle à une pratique du cas par cas et pas une universalisation des pratiques. Voilà, c'est ce qui était vraiment important. Et donc, ces centres de référence des maladies rares, il y en a 4. Ils travaillent avec 20 centres de compétences interdisciplinaires, intégrant aussi les associations. Donc, on ne peut pas dire qu'en France, on ne fait rien. Loin de là. Merci. Donc, le sous-amendement 1798 a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 773 a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 774, qui le défend? C'est Monsieur Touraine. L'objectif que nous partageons tous, bien sûr, est de lever toute ambiguïté sur la prise en charge médicale dans le parcours des enfants avec variation du développement sexuel. C'est un amendement, je vais le dire, qui était bien sûr élaboré par Raphaël Gérard. L'intention des députés en première lecture a été clair concernant le monopole de décision confié aux centres de référence spécialisés pour le diagnostic et les propositions thérapeutiques. Il a donc été préconisé une orientation systématique de ces enfants vers l'un ou l'autre des 4 centres de référence du développement génital. Cependant, ces centres n'assurent pas tout le suivi des enfants. Ce sont des centres de recours. Ils doivent identifier les structures hospitalières de proximité aptes à suivre les enfants et leurs familles. Comme le rappelle le Comité national d'éthique, l'accompagnement psychosocial relève des centres de compétences, lesquels rendent compte du suivi clinique au centre de référence. Il convient en particulier de veiller à ce que les parents bénéficient d'un accompagnement psychosocial de proximité pour les aider à surmonter l'épreuve que peut constituer la naissance d'un enfant aux organes génitaux atypiques et pour les inciter à ne pas se précipiter vers une solution hâtive. Sous-amendement 1799, Madame Obono. Oui, alors, par ce sous-amendement, nous souhaitons préciser que les centres de compétences doivent comprendre dans leur composition des représentants et représentantes des associations de personnes concernées, afin que le point de vue de ces enfants devenus adultes soit aussi pris en compte. Et ça répond à l'intervention précédente du collègue. Par ailleurs, pour compléter la discussion, je pense que c'est important, quand on regarde les chiffres, il y a de fait, par rapport au nombre d'opérations et qu'on compare avec les chiffres de l'assurance maladie, non pas une diminution, mais en fait une augmentation. On parle de 10% d'augmentation depuis 2006. Donc en fait, c'est justement sur la base aussi de cette réalité-là, qui n'est pas à l'acceptation en fait de ces personnes en tant que telles dès la naissance, mais qui est à l'assignation forcée qu'on est confronté. Et voilà pourquoi cette interdiction s'impose de notre point de vue. Et en attendant qu'au moins les personnes concernées puissent
donner un avis et apporter un éclairage dans les décisions qui sont prises au sein de ces centres. Monsieur le rapporteur, pour le sous-amendement 1799 et l'amendement 774. Pour le sous-amendement, donc les associations de patients et de parents de patients, parce que je pense qu'il y a les deux, sont déjà associées de façon très précise avec non seulement les établissements hospitaliers, mais ça c'est obligatoire, dans la conférence des usagers, mais également dans ces centres de référence. Donc effectivement, il y a la participation, et c'est d'ailleurs pour cela, et on l'a entendu, qu'il y a une variation, enfin une tendance très très importante, de plus en plus importante à la non-intervention, y compris par les chirurgiens. Bon. Donc ça, je pense que c'est déjà satisfait, et donc je donnerai un avis défavorable. Pour ce qui concerne l'amendement qui est présenté par M. Gérard et par M. Touraine, les professionnels de santé et donc les équipes des centres sont déjà tenus déontologiquement de suivre leurs patients. Donc votre amendement introduit donc dans la loi une ambiguïté qui n'est pas souhaitable. Par ailleurs, la fin de la phrase « parcours de soins », je cite, parcours de soins coordonnés avec les établissements de santé compétents et autorisés, donc il y a deux choses, compétents et autorisés à cet effet dans les conditions prévues par l'article machin, ne convient pas, qu'elle reviendrait à imposer une autorisation supplémentaire de suivi quelque part. Donc l'article du Code de la santé publique que vous visez n'est pas le bon, en plus de ça, il me semble, et je préfère également garder la rédaction selon laquelle l'équipe du centre assure de l'accompagnement psychosocial plutôt que de s'assure de cet accompagnement psychosocial qui peut ne pas être suivi. Je préfère que le centre assure l'accompagnement psychosocial de l'enfant et de sa famille. Et c'est pour ça que je vous demanderai le retrait de votre amendement ou un avis défavorable. Merci. Il est retiré. Donc le 1267, Madame Ménard. Merci Madame la Présidente. Oui, je ferai très court parce que il me semble que ça relève, enfin la suppression que je souhaite, une information complète sont des précisions inutiles qui participent à la loi bavarde, comme on aime le dire, et car elles ne font bien souvent en fait qu'appliquer les principes généraux du droit de la santé, le droit à l'information du patient, qui relève des articles L11-11-2 et suivants du Code de la santé publique, et la recherche du consentement du mineur. Du coup, ces précisions me semblent inutiles et introduisent probablement une ambiguïté sur la portée des principes. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Oui, par cohérence avec le vote à l'Assemblée nationale en première lecture, je suis défavorable à cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. 3 amendements identiques, le 1436, Monsieur Eliaou. Bien, le Sénat donc a adopté donc le but de cet amendement, c'est de supprimer l'alinéa 5. Donc le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que le diagnostic et la prise en charge d'une variation du développement génital doivent être réalisés conformément aux recommandations des bonnes pratiques élaborées après concertation entre les parties prenantes par la Haute Autorité de Santé. Donc je considère que cette précision est inutile. Déjà, l'article 21 bis prévoit qu'il s'effectue dans des conditions prévues à l'article 1151-1, qui mentionne déjà la possibilité de soumettre certains actes à des règles de bonne pratique. Et une telle précision est donc superfétatoire. Par ailleurs, la précision apportée par le Sénat manque de souplesse, et ça c'est très important, et risquerait de rendre plus complexe l'application du présent article, en particulier au vu de la très grande hétérogénéité des situations potentiellement couvertes par cet article et des spécificités de chaque cas. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de protocole de soins, étant donné la variabilité de ces pathologies, et que c'est un objectif qu'il faudra poursuivre. Donc aucun protocole précis prenant en compte chaque pathologie qui a été validée par l'HAS pour chaque cas d'anomalie ou de variation de développement génital. Le 535, Madame Romero-Diaz. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais défendre donc cet amendement pour mon collègue Raphaël Gérard, qui propose de supprimer l'alinéa 5 comme monsieur le rapporteur, introduit par le Sénat et qui vise à soumettre le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital à des recommandations de bonne pratique de la HAS. Si l'on partage avec le Sénat
l'objectif du rapprochement des points de vue et des pratiques, cette modalité soulève quand même deux difficultés. D'une part, une difficulté d'application réelle, car comment émettre des recommandations de diagnostic alors qu'il n'existe pas de protocole de soins, et vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, validé par la HAS, justement à cause de la pluralité des cas de variation du développement sexuel. D'autre part, nous avions fait le choix en première lecture que ce soit les centres de référence dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire qui édicte des recommandations. Laisser cette nouvelle proposition du Sénat dans le texte risque d'introduire des conflits de recommandations entre les réunions pluridisciplinaires qui apprécient au cas par cas et les recommandations générales de la HAS. Et on risque de figer en effet une doctrine alors que nous avions fait le choix en première lecture d'appréciation spécialisée et au cas par cas. Par contre, on pourrait envisager un guide de bonne pratique une fois que les réflexions pluridisciplinaires et les rapprochements de points de vue des centres de référence se seront faites. Voilà, merci. Merci. Le 797, monsieur Marie-Lotion. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, pour cet article 21 bis, je propose aussi de supprimer l'alinéa 5 qui a été introduit par le Sénat. Il me semble que la version initiale du projet de loi que nous avions voté, exprimée à l'alinéa 4, suffit largement. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital évoquent des protocoles qui n'ont pas à être inscrits de manière figée dans une loi. Rappelons que les recommandations de la HAS font souvent l'objet de débats sur les limites qu'elles peuvent poser à l'innovation des professionnels de santé. Faire ainsi référence de manière stricte aux recommandations de la HAS rendrait probablement beaucoup plus complexe la prise en charge même des enfants alors que la connaissance progresse. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, un avis favorable? Donc avis favorable sur les trois amendements dont celui sont dans le mien. Voilà, avis favorable. Donc un avis favorable sur les trois amendements 1436, 535 et 797. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 1133, monsieur Chiche. Oui, merci Madame la Présidente. Le présent amendement propose d'insérer le fait que, hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l'intéressée ne sera pas en mesure d'exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. Mes chers collègues, je veux bien préciser qu'on parle d'enfants qui ont une variation du développement génital qui n'est pas synonyme de pathologie. Nous ne sommes pas obligés de définir à très court terme, dans l'immédiat, hors nécessité vitale, par un acte chirurgical ou un traitement irréversible, une identité de genre, ou alors intervenir sur les caractéristiques sexuelles. Ce sont des interventions qui sont évidemment particulièrement marquantes, particulièrement intrusives, qu'on va subir et dont on va, on va poursuivre sa vie avec la sorte de bagage et toutes les conséquences que peuvent représenter ou les traitements ou les interventions chirurgicales, et parfois même être amené à les stopper ou à réaliser le cheminement inverse quand on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur une fois la majorité acquise. Et en termes d'intégrité physique, en termes d'intégrité morale, tout ça pour pouvoir répondre à une exigence sociétale, je pense que c'est commettre une lourde erreur. Et c'est pas je pense, ça a déjà été dit par nos collègues, nous en avons déjà parlé ici. Les organisations internationales nous appellent très rapidement à pouvoir mettre un terme à ces pratiques. Et je crois une nouvelle fois que nous devons poser des actes et pouvoir respecter l'intégrité physique de chaque enfant. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'entends bien votre argumentation, hein, Monsieur Chiche. Je vous ai dit, on a passé du temps à auditionner, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, ces personnes qui étaient directement impliquées. Je ne parle pas des soignants, bien entendu, qu'on a écoutés.
et également de ses soignants. Et au terme des travaux que l'on a menés dans le cadre de l'OPEX, et j'ai la note à votre disposition, j'ai conclu qu'interdire totalement, de façon définitive et dans la loi, les traitements chirurgicaux des nouveau-nés ou des petits, disons les petits, avec des variations du développement génital serait méconnaître la grande variabilité et la grande hétérogénéité de ces variations. Le champ de la nécessité vitale, tel qu'on l'écrit, le champ de la nécessité vitale que vous évoquez, empêcherait probablement, si on l'inscrit dans la loi, l'opération d'enfants souffrant de graves anomalies fonctionnelles. Ce n'est pas un problème d'assignation de sexe. Lorsque vous avez un cloaque à la base des organes génitaux, que tout se mélange entre l'anus, le vagin et l'urètre, qu'est-ce qu'on fait? On n'intervient pas? Il ne s'agit pas d'assignation de sexe, là. Il s'agit et ça ne met pas en jeu le pronostic vital, sinon que ces enfants ont des infections récidivantes et qu'il y a, par rétrogradation, un impact sur les reins, etc., etc. On n'intervient pas. On n'intervient pas lorsqu'il s'agit d'un testicule féminisant, c'est-à-dire lorsqu'il y a une non-sensibilité aux hormones testostérone, et qu'on a un phénotype chez une petite fille qui a des testicules. Il y a 5 ans, on faisait sauter les testicules qui étaient intra-abdominaux parce qu'on avait peur que ça se cancérise. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas. Et on a un autre cas, c'est-à-dire on a d'autres conséquences là-dessus. C'est que le chirurgien ne veut pas intervenir, d'accord? Le chirurgien, dans le cadre de l'abstention, ne veut pas intervenir. Et la maman dit, mais comment je vais annoncer à ma petite fille de 10 ans qu'elle a des couilles dans le ventre? Voilà, c'est ça la réalité de tous les jours. Moi, je veux bien, mais à partir de ce moment-là, il y a un élément qui est très important également. Je suis désolé d'avoir utilisé des mots un peu crus, mais on est dans la réalité. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important et sur lequel il faut vraiment insister. Et nous avons un objectif en commun à poursuivre, c'est que nous voyons, lorsque nous voyons des associations de patients, nous voyons des patients adultes qui viennent nous voir et qui animent des associations pour lesquelles l'intervention s'est passée il y a 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est important aussi de prendre en considération ça, parce que nous avons une obligation d'objectivité. Et puis, dernière chose, et ce n'est pas notre cas ici, Monsieur Lachaud, Madame Obono, Monsieur Chiche, ce n'est pas le cas ici. Mais méfions-nous collectivement des personnes qui font du gras sur ces... et j'en ai connu, qui font du gras et qui font de la pub sur le malheur des autres. J'en dirai pas plus et je donne un avis défavorable. Merci, Monsieur Lachaud. Madame la Présidente, j'avoue ne pas comprendre la dernière remarque du rapporteur. J'ose espérer qu'elle ne s'adressait à aucun député présent dans le... C'est bien que ce soit précisé. Monsieur le rapporteur, vous avez cité des pathologies. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on ne pratique plus la même chose qu'il y a 5 ans. Très bien. Très bien. En 2017, des opérations de dilatation vaginale par bougie sont prescrites sur des enfants de 12 ans. En 2017, à la PHP à Lyon, qui est un centre de référence, on fait des vaginoplasties sur des enfants de moins d'1 an. Je ne pense pas que ces types d'opérations soient réellement utiles sans le consentement de l'intéressé. Je pense qu'il y a là une vraie... Voilà, exactement. Il faut attendre. L'urgence dans l'immense majorité des cas est d'attendre. C'est ce que disent nombre de spécialistes. Et c'est ce que disent l'ensemble des organisations internationales. Alors je veux bien que l'OPESC soit un organisme merveilleux et que votre rapport au sein de l'OPESC invalide l'ensemble des décisions et des prises de position de l'ensemble des institutions internationales. Mais vous ne pouvez pas nous dire que le rapport de l'OPESC suffit à invalider les décisions sur les... Lachaud. Et je vais conclure. Oui. Je vous demande, monsieur le rapporteur, de ne pas confondre l'opération sur le sexe et l'opération sur les canaux. Or, l'exemple que vous avez donné était des exemples d'opérations sur les canaux et non pas sur le sexe.
Monsieur Bertha. Non, juste un mot, je vais corroborer effectivement la difficulté de cette discussion parce que la complexité, je crois, nous dépasse un peu tous. Nous sommes le produit de 3 sexes. Tout d'abord d'un sexe chromosomique, XX chez les femmes, XY chez les garçons. Et ce premier sexe se traduit dans ce qu'on appelle un sexe gonadique. Et là, vous avez déjà un premier monde, qui est un tout petit monde, qui est un monde effectivement d'ambiguïté sévère, où vous allez avoir des gonades mixtes, moitié ovaire, moitié testicule. Vous allez avoir un testicule d'un côté, un ovaire de l'autre. Sur ces tout petits nombres-là, il est clair qu'il y a une intervention d'urgence à faire parce que, effectivement, là, on aura gonadoblastome, parce qu'effectivement, là, on aura un mélange de tout, de rien, et de situations totalement récupérables. Et après, les autres ambiguïtés sexuelles, me semble-t-il, c'est celles qui vont du sexe gonadique, testicule ovaire, au sexe phénotypique, garçon et fille, fait qu'effectivement, toute la mise en place des circuits hormonaux. Et là, effectivement, je rejoins ce que je viens d'entendre, c'est là où certainement il y a des choses à attendre, mais sur la petite fraction de départ, je pense aux filles XY, je pense aux garçons XX, je pense aux hermaphrodismes vrais, je vous en conjure, là, il faut intervenir très tôt, sinon je vais être un peu raide, c'est foutu. C'est juste foutu. Madame Romero-Diaz, rapidement. Oui, en fait, j'avais 2 interrogations. Une qui concerne peut-être plus Monsieur Chiche. En effet, je pense que le terme nécessité vitale est peut-être un peu réducteur, voire dangereux, car on a entendu Monsieur le rapporteur qui nous expliquait un certain nombre de cas qui présentent un impératif médical sans être pour autant strictement vital au sens sémantique du terme. Par contre, à contrario, Monsieur le rapporteur, ce que je comprends moins, c'est que dans les opérations que vous avez définies, et qui présentent un intérêt médical impératif, il n'y avait pas d'assignation de caractéristiques sexuelles. Il s'agissait de corriger à l'intérieur des organes ou à l'extérieur, mais des choses qui ont un impératif médical. Il ne s'agit pas d'une opération d'assignation sexuelle. Donc j'aimerais bien qu'on puisse préciser ces 2 éléments, s'il vous plaît. Monsieur Chiche, pour 10 secondes. 10 secondes. Tout simplement, connaissez-vous un seul type d'intervention chirurgicale ou de traitement lourd qui soit pratiqué sur un adulte hors nécessité vitale sans recueillir son consentement éclairé? Moi, je n'en connais pas. Merci. Pourquoi le fait-on sur des enfants? C'est aussi simple que ça. Merci. Nous allons passer au vote de cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 775, qui le défend? Madame Ossenbrock. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons acté en première lecture que le droit à l'intégrité physique des personnes intersexes était garanti par l'obligation de recueillir le consentement des représentants légaux, c'est-à-dire les parents. Or, pour que ce principe soit réellement protecteur, il est indispensable que l'information délivrée aux parents garantisse l'exercice d'un consentement pleinement éclairé, ce qui n'est pas toujours le cas, comme le relève à la fois le Conseil d'État et le CCNE. Le présent amendement répond à 3 objectifs. Premièrement, lever toute ambiguïté sur la notion d'information complète présente dans le texte. En l'absence de consensus scientifique sur le bénéfice thérapeutique des opérations précoces, il convient de préciser que l'information délivrée par l'équipe des centres doit être impartiale. Elle doit rendre compte de l'ensemble des options thérapeutiques possibles définies en RCP et ne peut pas laisser sous silence certains risques associés aux opérations telles que les fréquentes reprises chirurgicales qui peuvent avoir lieu pendant l'enfance. Ensuite, cette information doit être délivrée dans un langage clair et approprié, c'est-à-dire en employant un langage non pathologisant. Le choix des mots sur un sujet si sensible est absolument déterminant pour la vie de la famille, au moment de la naissance comme sur le très long terme. Enfin, cet amendement vise à préciser que l'annonce du diagnostic n'appartient pas de manière exclusive à un médecin en particulier, dont la spécialité pourrait influencer les parents. Comme le rappelle le CCNE, il est important que l'information délivrée aux parents de l'enfant passe par la parole des différents membres de l'équipe pluridisciplinaire, psychologues, endocrinologues, éthiciens, chirurgiens, afin qu'ils puissent appréhender le diagnostic à travers le prisme des différentes spécialités concernées, y compris avec un apport des sciences sociales. Je vous remercie. Merci. 2 sous-amendements. 1800. Monsieur Lachaud. Oui, 2 amendements qui visent à préciser cet amendement présenté par Madame Van Solbroek-Mialon.
l'idée que l'on aille jusqu'au bout de la pluridisciplinarité de l'équipe en proposant que des universitaires issus du champ des sciences sociales soient également présents, tout simplement parce que depuis la loi autorisant le changement de genre à l'état civil sans opération et juste de manière déclarative, il y a donc reconnu par la République la notion de l'aspect social de la notion de genre. Et donc à partir de ce moment-là, il semble logique que des juristes, des éthiciens, des anthropologues, des sociologues, bref, des universitaires issus des sciences sociales puissent participer à ces prises de décision et les éclairer de leur vision de la société. Ça, c'est pour le premier sous-amendement. J'ai pris 1 minute, et donc j'ai 1 minute pour le deuxième, Madame la Présidente. Ah, mais... Le deuxième... J'ai rien dit. J'anticipais. Le deuxième est un amendement qui rappelle le fait que l'information, la décision, etc., doit être respectueuse des droits humains, et cela pourrait contribuer à ce que la France soit un petit peu moins condamnée par les institutions internationales sur ces pratiques-là. Monsieur le rapporteur ? Bien sûr, le dernier sous-amendement concernant les respectueux des droits humains, je pense que là, ils le font, en tout cas ceux qui s'occupent de ce genre, sérieusement, de ce genre de pathologie, ils le font, et ils sont tout à fait respectueux des droits humains, croyez-moi, et vous le savez d'ailleurs, parce que vous les avez vus et les avez rencontrés. Quant aux équipes pluridisciplinaires élargies sur les sciences sociales, moi je trouve que l'idée est intéressante. Après, il est compliqué d'inscrire dans la loi quelque chose qui est un peu compliqué à organiser sur le plan administratif, puisque dans les hôpitaux, y compris dans les CHU, il y a malheureusement pas beaucoup de personnes représentant ces disciplines. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que, et vous le savez, c'est qu'il y a des psychologues, qu'il y a des pédopsychiatres qui participent à ça. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait creuser, parce que le fait de justement globaliser, et surtout, on a un gros problème, c'est l'acceptation de l'environnement familial et de l'environnement de la société, et de l'école, hein. Et là, effectivement, on aurait besoin d'être... Donc, je vous demande de retirer, parce que ça ne servira à rien de l'écrire, mais je crois que c'est important. Défavorable sur le premier sous-amendement, retiré sur le deuxième, et puis concernant l'amendement, bon, le droit commun prévoit déjà que l'information délivrée aux patients et à leurs parents lorsqu'ils sont mineurs est loyale, claire et adaptée. Il n'y a donc pas besoin de le préciser ici. Je vous demande, chers collègues, de retirer votre amendement, sinon je donnerai un avis défavorable. Je vais le retirer. Donc il est retiré. Le 1769, Monsieur Eliaou. Oui, c'est un amendement de précision qui substitue à l'alinéa 6, informe les parents de l'enfant, les mots, l'équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article et assurant la prise en charge de l'enfant informe les titulaires de l'autorité parentale. C'est important qu'il y ait cette notion de pluridisciplinarité et de médecins appartenant à cette équipe pluridisciplinaire. Donc qui est pour ? Qui est pour ? Ah, il va lever la main. Qui est contre ? Il est adopté. Le 546 n'est pas défendu. Le 776 qu'il défend. Madame Romero-Diaz. Merci. Oui, le présent amendement de mon collègue Gérard vise à rappeler l'obligation faite aux médecins d'informer les parents lorsque la RCP a déterminé s'il était possible de conserver les tissus gonadiques ou des gamètes de l'enfant, des conséquences que peuvent avoir les opérations ou les traitements de conformation sexuée sur la fertilité des personnes présentant des variations du développement sexuel. Il vise également à rappeler qu'il est possible de différer le retrait des gonades dans le temps. Il n'y a pas de consensus sur les risques tumoraux. Certains médecins affirment que le risque est inférieur à 15%. S'il est difficile d'entendre et de supporter psychologiquement lorsque l'on est une femme, que l'on possède des testicules, dans certains cas, les patients se plaignent d'une libido très diminuée en raison de l'ablation des gonades. Je vous remercie. Le 1802 qu'il défend, Madame Obono, Monsieur Lachaud.
Oui, Madame Obono. c'est un sous-amendement de clarification pour que l'on précise que la stérilisation d'un enfant doit être consentie par cet enfant et qu'il doit aussi recevoir l'information prévue par ce texte, sans quoi il y a là une atteinte grave au principe de sauvegarde de dignité de la personne humaine. C'est le type d'intervention sur les questions de stérilisation qui sont irréversibles, qui ont des conséquences. Et je crois que là, encore une fois, c'est précisément ce à quoi nous faisons référence depuis le début, c'est la question des droits humains, c'est précisément ça. En comprendre la portée n'est pas simplement connaître le texte, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Un enfant est un être humain qui doit être respecté, qui doit être protégé et qui a aussi son libre arbitre et un consentement. Et je crois qu'on ne peut pas considérer que ce soit uniquement les personnes qui ne seront pas affectées directement par les conséquences de cette opération qui devraient avoir un avis. Et ça tombe sous le sens qu'il faille informer l'enfant qui doit avoir consenti personnellement à son opération. Sinon, on entérine le fait qu'on nie ses droits et on viole ses droits humains. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis sous-amendement, qui n'est pas tout à fait, à mon avis, le sous-amendement de l'amendement, mais on y va. Non, il est mal classé. Donc l'alinéa 7, Madame Obono, prévoit déjà que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché. Donc je donne un avis défavorable sur le sous-amendement que vous venez de présenter. Quant à l'amendement qui n'a pas grand-chose à voir avec le sous-A, mais peu importe, avis favorable pour ce programme de préservation de la fertilité. Donc un vote sous le sous-amendement. Pardon, monsieur Lachaud. Je voudrais quand même que tous les collègues prennent conscience de ce que nous sommes en train de faire. Oui. Nous sommes en train de construire un cadre juridique pour encadrer des pratiques qui sont condamnées par l'ensemble des institutions internationales. C'est ça que nous sommes en train de faire, en précisant, en précisant la loi, en créant un cadre juridique. C'est-à-dire que nous créons un cadre juridique pour des pratiques sur lesquelles la France est régulièrement condamnée par les institutions internationales. C'est d'une hypocrisie sans nom. Merci. Donc un avis défavorable sur le 1802 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Un avis favorable sur le 776 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 1401, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je vais vous avouer que je connaissais absolument pas le sujet et que du coup j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Et c'est pourquoi je suis encore une fois à rebours malheureusement de ce que j'entends depuis une bonne demi-heure maintenant. Mais moi je propose la suppression de l'alinéa 7, celui qui dispose que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché, s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Pourquoi ? Certains veulent interdire les opérations chirurgicales qui sont réalisées sur des nouveau-nés présentant des anomalies du développement génital qu'ils dénoncent comme des mutilations des personnes intersexes. C'est évident, et monsieur le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure, les interventions chirurgicales chez les bébés ont pu conduire par le passé à des catastrophes car certains ont gardé des séquelles physiques importantes et ou ont développé une identité sexuelle en désaccord avec le sexe qui avait été privilégié. Mais, et le rapporteur l'a expliqué, compte tenu des évolutions et des progrès extrêmement importants qui ont été faits par la médecine et par la chirurgie, on ne peut aujourd'hui plus raisonner à partir de cas et de traitements vieux d'une quarantaine d'années. La proposition de différer les interventions chirurgicales sur les enfants et d'attendre que le mineur soit en état de participer... si ça vous intéresse pas, je peux arrêter aussi. La proposition de différer les interventions chirurgicales sur les enfants et d'attendre que le mineur soit en état de participer à la décision ne me semble pas acceptable. Pourquoi ? L'enfant a des représentants légaux qui sont ses parents ou à défaut un tuteur, dont le rôle est précisément de prendre les décisions médicales qui le concernent.
Alors, sous prétexte d'attendre pour demander son consentement à l'enfant, on va le priver des soins que la médecine est en mesure de lui offrir aujourd'hui. La prise en charge a en effet beaucoup évolué en ce qui concerne tant les outils, je termine, Madame la Présidente, tant les outils de diagnostic que la concertation avec les parents. Et la médecine donne à de nombreux enfants la possibilité de grandir dans un sexe le mieux identifié possible pour qu'ils puissent, dès leur plus jeune âge, s'identifier fille ou garçon ou ce qu'ils veulent. Je vous remercie. Merci, Madame Ménard. Monsieur le rapporteur ? Donc, je suis défavorable, Madame Ménard, à cette proposition. Non, mais je ne crois pas, non, parce que je suis défavorable. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Car cela signifie ou signifierait que le consentement du mineur ne compte pas, et ce n'est absolument pas le cas, parce qu'actuellement, la tendance, et la bonne tendance, y compris la mienne, c'est d'attendre le maximum, évidemment quand il y a le pronostic vital qui n'est pas engagé et les complications qu'on a dit, attendre au maximum que l'enfant puisse prendre part à la décision, et ça c'est très important. Monsieur Lachaud, pour 1 minute maximum. Monsieur Chiche, chacun votre tour, quoi. Monsieur Chiche, alors, pour 1 minute maximum. Oui, je m'opposerai naturellement à l'amendement de notre collègue Ménard qui m'étonne assez peu, étant entendu qu'il était inconcevable pour vous sur un autre article que quelqu'un puisse recourir à une IMG sans avoir l'accord de son autorité parentale. J'aurais une question pour monsieur le rapporteur. Beaucoup d'amendements ont été retirés, beaucoup d'engagements ont été pris en vue de la séance. J'aurais bien aimé savoir très clairement de quelle manière vous allez nous proposer de décliner votre volonté et votre orientation hors nécessité vitale de vous assurer de recueillir le consentement des enfants concernés, car je vois les amendements qui tombent et sont retirés, mais j'aurais bien aimé savoir à quelle fin. Monsieur Lachaud ? Oui, je vais revenir sur la question du consentement. C'est quelque chose de fondamental, de central, et je suis totalement opposé à l'amendement qui est présenté. Il faut recueillir le consentement de l'enfant qui a aussi le droit d'avoir le contrôle de son corps et le contrôle de son intégrité physique. Ce qui me pousse à répondre à monsieur Berthac qui évoquait la question de l'urgence dans certains cas pour éviter le développement des cancers. Mais la dernière étude de consensus de Martin Kools, qui date de 2008, donc ce n'est pas récent, estime qu'il n'y a aucun cancer avant 14 ans. Et je pense qu'à 14 ans, le consentement de l'enfant peut être recueilli. Et donc que l'on peut totalement repousser les opérations jusqu'à un âge où les enfants pourront exprimer leur consentement. Et c'est là la moindre des choses. Merci. Nous passons au vote de l'amendement 1401 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 777 qui le défend ? Monsieur Touraine. Le présent amendement, Madame la Présidente, vise à formaliser une recommandation du Comité national d'éthique pour les interventions de conformation et d'assignation sexuée. Les parents et les enfants, quand ils sont en âge de comprendre et d'être associés aux décisions médicales, ils doivent pouvoir bénéficier d'un délai de réflexion suffisamment long. En effet, une décision rapide ne s'impose que dans les rares cas d'urgence médicale, contexte dans lequel le recueil du consentement n'est pas requis. La responsabilité engagée par les décisions non urgentes est immense. Certaines opérations ont des effets irréversibles ou nécessitent des opérations itératives. Surtout, l'orientation donnée, si elle est imposée à un enfant non encore en âge de décider, peut s'avérer opposée à celle qui choisira à la puberté. Il est donc indispensable que les parents puissent profiter de ce délai de réflexion pour prendre attache avec des psychologues, des travailleurs sociaux et des associations susceptibles d'apporter les éléments éclairant les décisions. Merci. Les deux sous-amendements, 1803 et 1804, c'est Monsieur Lachaud qui les défend ? Oui, tout à fait. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que les associations étaient présentes et intégrées au sein des centres de référence et participaient aux prises de décision. Malheureusement, ces associations sont triées, pour reprendre un mot que nous avons utilisé dans le débat précédemment, parce que les associations qui privilégient une approche non pathologique des variations du développement génital sont systématiquement
éliminés de ces centres de référence et n'ont pas voix au chapitre. Donc cet amendement vise à imposer une consultation de ces associations qui ont une vision non pathologisante pour que les parents puissent bénéficier d'une information éclairée. Et le deuxième sous-amendement vise justement à remplacer les titulaires de l'autorité parentale par la personne concernée, car il est toujours évident que, à partir du moment où nous avons démontré qu'il était urgent d'attendre et que l'intégrité des corps et l'autodétermination de la personne étaient quand même des principes fondamentaux de notre droit et de notre juridiction, qu'il était essentiel que ce soit la personne concernée qui donne son consentement. Pour les deux sous-amendements et l'amendement ? Oui, pour le sous-amendement numéro 1804, l'article du Code civil 371-1 dispose que l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa santé. C'est donc en principe au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale de décider des soins à donner à l'enfant. C'est le Code civil. Mais bien entendu, il y a concertation, et ça c'est important, il y a concertation avec l'enfant quand il est en âge de prendre conscience du devenir, du risque et des conséquences d'une intervention. Et enfin, et c'est bien précisé dans le texte, l'alinéa 7 prévoit par ailleurs que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché, du mineur doit être systématiquement recherché. Donc je donne un avis défavorable. Pour ce qui concerne les patients, obliger les patients, je cite, à consulter une association. C'est l'exact contraire du consentement. On ne peut pas obliger les patients à consulter une association. On propose éventuellement de consulter des associations, mais on ne peut pas l'obliger. Et donc j'ai dit la même chose tout à l'heure, je donne un avis défavorable à ces deux sous-amendements. Quant à l'amendement de M. Touraine, vous souhaitez préciser dans la loi qu'une intervention par l'équipe du centre de référence ne peut avoir lieu qu'après un délai de réflexion. J'imagine que c'est pour une intervention chirurgicale, parce que sinon ça serait assez flou. Si c'est bien l'intervention chirurgicale dont vous parlez, hors cas d'urgence vitale, ce sont évidemment des interventions que l'on ne fait pas tout de suite et pour lesquelles il y a un délai de réflexion évident. Et c'est d'ailleurs la pratique des centres de référence. Et enfin, votre amendement ne précise pas combien de temps doit durer cette réflexion et ce délai de réflexion. Donc je vous propose de retirer votre amendement, sinon je serai défavorable. Monsieur Touraine ? Monsieur Touraine ? Et pour pouvoir le réparer, vous voulez avoir la date du délai de réflexion, et puis, je n'ai pas compris la première partie. Une intervention, on suppose que c'est chirurgical. Donc il faudra préciser que c'est chirurgical dans votre amendement, Monsieur Touraine, si vous voulez le redéposer. Vous le maintenez ou vous le retirez, Monsieur Touraine ? Il est retiré. Le 548 n'est pas défendu. Amendement soumis à discussion commune. Le 1349 n'est pas défendu. Deux amendements identiques. Le 1105, Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un amendement qui vise, qui est issu d'abord d'échanges et de travail effectués au sein du groupe d'études sur les discriminations et les LGBT-phobies. Et c'est un amendement qui vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d'urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, personnellement exprimé, après avoir reçu une information adaptée et avoir pu prendre pleinement conscience des conséquences d'une telle opération. Il s'agit d'un amendement à l'alinéa 7, puisque l'alinéa 7, je vous le relis, indique que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Donc il y a bien là une conditionnalité que nous proposons de transformer en impératif, et dans le cas où le mineur, la mineure n'est pas apte,
que l'opération soit, ou l'intervention soit différée. Ça nous semble être le strict et le simple respect de principes fondamentaux dont nous avons déjà parlé, le respect de la dignité humaine, le respect de l'intégrité, du droit à l'autodétermination, le consentement, un consentement réel ne peut être, s'il ne peut être donné, l'acte et l'intervention d'autrui sur son propre corps ne peut être permis. Et je crois que si ce texte bioéthique porte véritablement son nom, on est au cœur d'une question éthique fondamentale. Et c'est un amendement qui doit être adopté, sans quoi, en fait, comme l'a dit notre collègue Lachaud, tout ce que nous permettrons, c'est d'encadrer des pratiques qui sont aux antipodes de l'éthique républicaine et démocratique. Merci, Monsieur Lachaud, pour le 1107. Amendement identique. Oui, tout à fait. Moi, je vais revenir sur l'avis du Conseil d'État, sur la révision de la loi de bioéthique, qui précise que des professionnels de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes représentant des variations du développement sexuel en dehors du cadre légal de l'article 16.3 du Code civil. Donc, aujourd'hui, cela existe. Le Conseil d'État ajoute que seules sont envisageables les interventions qui s'imposent afin d'éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. Et donc, l'application du principe de proportionnalité, article L11-10-5 du Code de la santé publique ou l'article R 41-27-41 du même code, devrait déjà suffire à interdire ces opérations. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes. L'État français a été rappelé à l'ordre par 3 comités de l'ONU en 2016. Et enfin, monsieur le rapporteur, vous nous aviez dit que le Code civil prévoyait que c'était les parents qui avaient l'autorité parentale et qu'on n'avait pas besoin de demander l'avis du mineur. Je vous rappelle la loi du 4 mars 2002 et son article L1111-4, actuel alinéa 7 du Code de la santé publique, qui... J'ai 2 minutes, Madame la Présidente. Oui, mais on a mis la pendule en retard. Ah bah ça, c'est votre problème. Hein. L'obligation pour le médecin de rechercher son consentement. Et, à contrario, l'article L11-11-5 du Code de la santé publique démontre que le consentement libre et éclairé du mineur peut être recueilli sans l'aval de ses représentants légaux. Et donc, compte tenu du contexte de pression psychologique dans lequel peuvent évoluer les parents au moment de la naissance, il est proposé par voie d'amendement de modifier l'article 11-11-4 du Code de la santé publique pour que ce type d'intervention irréversible soit soumis au préalable au consentement personnel de l'enfant. Et nous avons fait la démonstration précédemment, études médicales à l'appui, qu'il était urgent d'attendre et non d'intervenir. Merci, Monsieur Lachaud. Le 1393, Monsieur Mbaye. Oui, merci, Madame la Présidente. En réalité, c'est un amendement que je porte là aussi à l'alinéa 7 de cet article. Juste, je voudrais demander au rapporteur, la rédaction de cet alinéa 7 est un peu ambiguë, parce qu'en réalité, c'est un alinéa qui dit on recherche le consentement, s'il est possible. S'il n'est pas possible, on passe outre le consentement. Pardon ? Je pense que c'est peut-être une réécriture de cet alinéa 7 qui permettrait tout ce que certains collègues ont dit, parce que là aussi, moi, mon amendement vise bien évidemment à écarter les opérations de conformation sexuée, des interventions pouvant être pratiquées sans le consentement de l'intéressé, autrement dit, lorsqu'il n'est pas capable de s'exprimer, on doit différer la décision. Et c'est parce que l'alinéa 7 a été écrit comme ça, qui prête, selon moi, à interprétation ambiguë, que j'ai déposé cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, un avis pour ces amendements à discussion commune ? Bon, pour les 3 premiers, à part celui de Monsieur Mbaye, je donne un avis défavorable. Je pense que le débat a été suffisamment long et que ça a été argumenté. Pour ce qui concerne l'amendement numéro 1393, également un avis défavorable. L'article 16.3 du Code civil prévoit déjà cela, et en plus de ça, l'alinéa 7 ne me pose pas de souci particulier, donc avis défavorable. Madame Faucillon, pour 1 minute maximum.
J'imagine, au vu de nos discussions et des réponses du rapporteur, que très certainement en séance, il y aura une réécriture de cet article. Enfin, quand je vois nos débats, quand je vois quelque part, je vais le dire comme ça, monsieur le rapporteur, peut-être que je me trompe, mais le peu de conviction avec lequel vous défendez aujourd'hui l'écriture de cet article. Non, je suis désolée, je le dis comme ça. C'est pas méchant. Au contraire, quelque part, je vais chercher chez lui peut-être une forme de sincérité qu'il ne peut pas dire. Donc, ça se trouve, je me trompe et je lui prête trop de... J'en sais rien, mais commencez pas à vous offusquer, en tout cas. Il n'y a rien de méchant ni d'indélicat dans ce que je dis. Simplement, donc, si je ne me trompe pas et si je pense que vous souhaitez réécrire cet article, déjà, je vous demande si vous pensez que vous allez le réécrire pour la séance, et si c'est le cas, quelles sont peut-être les précisions que vous souhaitez apporter. Voilà mes questions. Monsieur Chiche, rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, ma question à Monsieur le rapporteur s'inscrit exactement dans la même logique. Pardon. Je peux poursuivre, ouais. Je l'ai déjà posé précédemment. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé le retrait d'une succession d'amendements en prenant des engagements que je n'ai pas tous saisis en vue de la séance. Je prends l'exemple de l'amendement de monsieur Gérard présenté par notre collègue Jean-Louis Touraine il y a quelques minutes où vous avez pointé la problématique de l'absence d'un délai de réflexion précisé dans l'amendement et vous avez donc, mais à vous de nous le confirmer, demandé à ce qu'il soit précisé en vue de la séance. Est-ce que ça veut dire que vous donnerez un avis favorable en séance une fois que ce délai de réflexion sera précisé? J'ai les questions exactement dans la même logique sur les amendements 775, 774, 772, j'en ai fini Madame la Présidente, oui. 771, qui ont été retirés à votre demande en échange, parce que vous avez voulu donner à voir et prendre des engagements en vue de la séance, et j'aimerais pouvoir les connaître pour qu'on puisse sereinement poursuivre nos travaux. Merci Monsieur Chiche. Monsieur le rapporteur, rapidement, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre à Madame Faucillon. Moi, je suis pas dans la psychologie à deux balles. Donc, je vous dis, Madame Faucillon, avec tout le respect que je vous dois, que je n'aurai jamais exprimé ce que vous avez exprimé il y a une minute. Voilà, jamais. Vous êtes député, je suis député, je ne mets pas en cause ni votre façon de faire, ni votre façon d'être. J'ai pris la position... Non, mais je suis désolé. J'ai pris la position... Madame Faucillon, vous me laissez terminer, je vous ai laissé terminer. Donc, j'ai pris la position ce soir d'essayer d'avoir, j'ai pas réussi, visiblement, d'avoir un débat apaisé sur des questions qui sont lourdes. Et j'ai vu à plusieurs reprises, du côté de cette salle, une volonté de forcer le trait. Je pense que nous sommes ici devant des cas graves qu'il faut prendre en charge à notre niveau de législateur, et qu'il n'y a pas de compétition à être un meilleur député ou un moins bon député. Je pense qu'ici, autour de ces tables, nous avons tous l'esprit de responsabilité, nous avons tous le respect du droit humain ou des droits des hommes ou des femmes et des enfants. Et l'intérêt supérieur de l'enfant a été préservé, c'est l'objectif. J'ai commencé mon argumentation en disant, nous avons tous une responsabilité que le minimum d'enfants, voire 0 enfant, passe à travers les mailles du filet parce que notre système actuellement de santé concernant ces pathologies ne sont pas bonnes. J'ai été agressé sous prétexte que j'étais le seul responsable de la politique sanitaire de ce pays concernant ces pathologies. Je ne le suis pas. Donc voilà ce que je réponds en ne voulant pas aller plus loin parce que je considère que le débat doit être apaisé. Mais je voulais dire ces mots. Quant à Monsieur Chiche, je n'ai pas la responsabilité de la rédaction de cet article, puisque je vous rappelle, Monsieur Chiche, et vous le savez parfaitement, que c'est un projet de loi, d'accord ? Et que le projet de loi, dans un projet de loi, il y a l'initiative du gouvernement. Ce n'est pas une PPL du rapporteur ou bien de Jean-François Eliaou, c'est un projet de loi. Donc, je suis sûr et certain que le gouvernement nous suit en direct, et ça sera à lui de prendre ses responsabilités. Quant à votre question précise quant à M. Touraine, nous nous connaissons depuis très très longtemps avec M. Touraine. Je lui ai
simplement proposer un certain nombre de choses, il fera ce qu'il veut, et la position que je porterai à ce moment-là au nom de la commission sera l'issue du vote, Monsieur Chiche, et vous savez parfaitement le fonctionnement, et donc si l'avis est défavorable, je donnerai un avis défavorable. Eh bien, chers amis, nous allons passer au vote de ces amendements, et je propose qu'on avance pour terminer cet article 21. Assez rapidement, maintenant que les choses sont dites. 21 bis, pardon. Donc, les votes sur les amendements 1105, 1107 qui ont reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Le 1393, un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Deux amendements identiques. Le 1096, Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Alors, je pense que on essaie tous, et depuis le début de l'examen de ce texte, déjà en première lecture, d'avancer dans un débat apaisé ou passionné. C'est pas la question, parce que quand même, c'est des questions éthiques, oui, pour ce qui est en tout cas de cet article. Ce n'est pas le cas de notre point de vue pour la PMA, mais sur plein d'enjeux qui interrogent, y compris individuellement, chacun et chacune. Et je crois que ce sur quoi on achoppe précisément sur cette question, et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'expression d'un certain nombre de frustrations, ou de malaise, ou de manque de compréhension, on parle de cas, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, extrêmement lourds, extrêmement graves, y compris, je voulais rappeler que ces interventions dont on pense, nous, qu'elles n'ont pas lieu d'être, puisque ce sont des interventions qui portent sur des organes sains, des parties du corps qui ont une variation, mais pas de pathologie en soi, sont elles-mêmes, ces interventions, déclencheuses de pathologie, qui signifient pour les personnes concernées des traitements très lourds, et on l'a dit, y compris de nouvelles opérations. Donc en aucun cas, elles ne règlent de problème, puisqu'il n'y en a pas en termes physiques. Elles en créent un certain nombre, et pour le reste de la vie de ces personnes. Voilà pourquoi nous, dans cet amendement, nous proposons d'insérer, après l'alinéa 7, une précision qui indique que sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'une personne, sauf en cas d'urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. Et je crois que c'est une proposition qui cadre ce qui devrait être cadré et permet d'interdire ce que le monde entier nous demande d'interdire avec raison. Merci Madame Obono. Monsieur Lachaud pour le 1101. Oui, ces opérations dont on parle sont lourdes, invasives, faites à un âge où la personne ne peut pas consentir. Elles sont irréversibles, souvent douloureuses, et peuvent impliquer un traitement à vie, notamment hormonal. On parle d'ablation d'organes sains, de dépendance aux médicaments, de sentiments profonds de violation de la personne et de pathologisation d'un corps sain. Le défenseur des droits, je ne l'avais pas encore cité, en 2018, a averti sur le fait que les séquelles majeures, tant physiques que psychologiques, dont résultent douleurs physiques, rapport au corps altéré, sexualité altérée ou douloureuse, les préconise d'attendre de pouvoir recueillir le consentement de la personne. La CNCDH a également qualifié ces opérations de traitement inhumain et dégradant et de mutilation sexuelle. Donc non, monsieur le rapporteur, je suis désolé, cette discussion n'est pas apaisée, mais elle est argumentée. C'est aussi notre rôle de député que d'être passionné sur des sujets qui nous révoltent et au plus profond de notre être. Mais pour autant, nous restons sur des éléments argumentés. Et je vais vous donner un autre argument auquel vous n'avez pas répondu, monsieur le rapporteur, sur la question du consentement des mineurs. Je vous rappelle que pour les actes strictement personnels, il est interdit à d'autres de décider. Le principe est donné pour les majeurs protégés par l'article 458. Et les juristes l'étendent à l'enfant, en application notamment de la Convention de New York sur les droits internationaux de l'enfant. Donc, monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas nous dire que ce sont aux parents de décider, quoi qu'il arrive, jusqu'à 18 ans. Parce que si c'est ça, vous renoncez à l'IVG pour les mineurs sans l'autorisation parentale. Je suis désolé. Et vous revenez sur une jurisprudence liée à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, répondez-nous juste sur cet argument, monsieur le rapporteur. Merci. Même de manière passionnée. Merci. Mais argumenter, apaiser et passionné, ça peut aller en même temps. Monsieur le rapporteur.
Alors, Monsieur Lachaud, les actes de conformation sexuelle sont interdits par le Code civil, et vous l'avez cité tout à l'heure au niveau de l'avis du Conseil d'État, et qui préconisait exactement la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque l'on recherche le consentement, lorsqu'on le recherche de façon systématique, le consentement des mineurs, on fait quelque part exception, et ça va dans le sens que vous dites. Actuellement, la volonté de l'ensemble des centres que j'ai auditionnés est de retarder au maximum une intervention ou pas d'intervention, parce qu'on cherche l'assentiment, l'accord du mineur qui peut devenir majeur. Et puis, Monsieur Lachaud, je ne voulais pas vous le dire, je ne voulais pas le dire, mais moi, c'est mon métier de voir ces gens-là. C'est mon métier de recevoir ces familles. Donc, attendez. Monsieur Lachaud, si vous continuez comme ça, on va s'arrêter parce que je vais donner un avis défavorable, il n'y aura même pas d'argumentation. Bon. Alors, donc je n'accepte pas, Monsieur Lachaud, je n'accepte pas que des leçons nous soient données collectivement. Nous faisons notre travail en toute conscience, encore une fois, de députés, et donc sur les amendements qui ont été cités, je donne un avis défavorable. Merci. On passe au vote sur l'amendement 1096 et 1101 qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. À discussion commune, le 1693, Monsieur Eliaou. Alors, donc, c'est un amendement extrêmement important qui est ressorti des discussions que nous avons eues avec, justement, les associations de patients et de parents de patients. L'idée est de pouvoir reporter de 3 mois l'inscription à l'état civil du sexe de l'enfant. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il y a un tout petit nombre de cas, une dizaine de cas par an répertoriés, j'insiste là-dessus parce qu'ils ne sont pas tous répertoriés. Il y a une dizaine de cas par an où il y a effectivement une difficulté d'assignation de sexe à la naissance. Normalement, actuellement, à l'état civil, c'est 5 jours de déclaration. On pourra le repousser à 3 mois. Première chose. Deuxième chose qui est également dans cet amendement, c'est que nous avons obtenu que le recours à une modification du sexe à l'état civil, et c'est très important, une modification du sexe à l'état civil ne comporte pas de traces dans l'extrait d'acte de naissance ou dans la copie complète d'acte de naissance. C'est-à-dire que, 1, il n'y aura pas de traces, et 2, le processus, la procédure permettant ce changement de sexe sera grandement facilité et ne nécessitera pas l'appel, ce qui est dans la loi actuellement, l'intervention d'un avocat, ce qui permettra d'avoir une procédure extrêmement rapide et peu coûteuse de ce changement à l'état civil. Merci. Le 778, Madame Romero-Diaz. Merci. Oui, la protection des droits des enfants intersexes repose sur 2 piliers protecteurs que sont l'information aux parents et les conditions d'exercice du consentement données par les représentants légaux. Or, comme l'ont montré les travaux de la mission d'information du Sénat, le délai de déclaration du sexe à l'état civil fixé à 5 jours exerce une pression légale sur les parents qui sont tenus d'assigner un sexe à l'enfant qui, socialement et juridiquement, sur la norme et pour ces raisons, peuvent être tentés de consentir à certains traitements ou opérations pour que l'anatomie corresponde à cette assignation sociale et juridique. Le CCNE rappelle que la question de la déclaration à l'état civil ne doit pas conduire les uns et les autres à faire preuve de précipitation. Dans le même temps, il est parfois impossible pour les professionnels de santé de déterminer le sexe probable de l'enfant. Aujourd'hui, la seule disposition réglementaire existante permettant de repousser le moment de l'inscription de la mention du sexe à l'état civil conditionne cette possibilité à la réalisation de traitements médicaux ou d'opérations de conformation sexuelle. Ce principe est contraire au paradigme que nous inscrivons dans l'article 21 bis, qui consiste à envisager systématiquement, lorsque cela est possible,
le principe d'abstention thérapeutique permettant aux parents qu'ils souhaitent de différer dans le temps le moment des opérations, de telle sorte que l'enfant soit plus systématiquement associé à la réflexion. Le présent amendement vise donc, comme le recommande le Conseil d'État, à transposer la possibilité de retarder la déclaration du sexe afin de décorréler les modalités d'inscription du sexe à l'état civil de la question des interventions médicales. Je vous remercie. Merci. Le 1805, Madame Obono, Monsieur Lachaud. Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous avions une interrogation sur cet amendement, en plus du sous-amendement, puisqu'il nous semblait qu'actuellement, en fait, il est permis de ne rien mettre, voire de mettre indéterminé. Et d'une certaine manière, là, avec cet amendement, on consolide une vision extrêmement binaire qui nous semble problématique parce que la réalité n'est pas binaire. Il y a effectivement des variations qui n'ont rien de pathologique ou d'anormal et qui sont tout simplement. Par ailleurs, donc peut-être que monsieur le rapporteur, vous nous corrigerez, infirmerez ou confirmerez ce que je viens de relever. Et par ailleurs, sur notre amendement, il nous semble que le délai d'un mois qui est inscrit est beaucoup trop court pour déterminer de quel sexe déclarer une enfant. Les examens médicaux complexes nécessitent plus de temps que ça. Et en plus, il s'agit d'éviter aussi des erreurs d'assignation. Et pour cela, il faut attendre que l'enfant détermine son genre, ce qui survient, selon les études, entre 3 et 7 ans, au moment où l'enfant apprend la langue et se situe dans le système grammatical. En pratique, la circulaire de 2011 imposait un délai de 1 à 2 ans, mais les chiffres obtenus auprès de l'INSEE par un projet de recherche financé par la mission Droit-Justice montrent que dans le cas où la dérogation était donnée, l'inscription avait lieu souvent au-delà de cette période. Donc voilà pourquoi il nous semble préférable de ne mettre aucun délai, que de toute façon les manières de faire des autorités n'auront pas la possibilité de contrôler, comme en atteste par ailleurs la pratique actuelle. Merci, monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement 1805. Sur le sous-amendement, Madame Obono, oui. Alors, l'arrêté de 2011, on le connaît, et bien entendu, et un mois, ça ne suffit pas. Simplement, pour des raisons, je dirais, administratives de personnalisation pour l'assurance maladie, etc., à un moment donné, il y a un sexe, il faut mettre dans une case féminin ou masculin. Bon. Donc, et là, on a obtenu 3 mois. C'est peut-être pas suffisant. Mais par contre, ce qu'on a obtenu, c'est que s'il y a une modification du sexe à faire à partir de ces 3 mois, ça soit une procédure extrêmement simplifiée qui n'utilise pas l'avocat et des coûts supplémentaires. Donc je crois que c'est très important parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ces 3 mois, mais par contre, on simplifie la procédure. Pour l'amendement présenté par Madame Laetitia Romero-Diaz, je pense que l'amendement que j'ai proposé est plus complet parce que justement, il y a le délai de 3 mois, 2, la simplification de changement de sexe, et je pense que c'est un point qui est important, donc je vous demande de le retirer, et donc ça retirera le sous-amendement si Madame Romero-Diaz le retire. Madame Romero-Diaz. Oui, je vais le retirer. En effet, votre rédaction est plus complète. Donc l'amendement 778 est retiré. Le 1693 a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1109, Madame Obono. Monsieur Lachaud, pardon. Merci, Madame la Présidente. Oui, un amendement pour compléter la demande de rapport de l'alinéa 8 pour qu'au-delà d'un simple rapport relatif à l'activité et au fonctionnement des centres de référence, nous puissions avoir accès au nombre d'actes médicaux réalisés en lien avec ces variations et au respect des recommandations internationales en matière de protocole des soins. Le Conseil d'État l'a dit dans son rapport, des actes médicaux sont pratiqués en dehors du cadre légal de l'article 16-3 du Code civil. Je pense, monsieur le rapporteur, que vous pouvez être favorable à cet amendement. Cela vous permettrait de trancher d'une certaine manière le débat que nous avons entre vous qui dites qu'il y a de moins en moins d'opérations et nous qui disons qu'il y en a de plus en plus. Laissons le gouvernement trancher dans le cadre d'un rapport. Je pense que cela est la solution la plus sage de pouvoir continuer à avoir un débat apaisé et argumenté. Merci, monsieur le rapporteur. L'amendement 1109.
Sur l'amendement. Oui, donc, Monsieur Lachaud, oui. Monsieur Lachaud, oui, je vous propose un avis de sagesse, bien entendu, parce que je pense que ce qui est important, ce que vous avez dit est important. Bon, il y a des choses qui me gênent un peu dans l'amendement, mais qui me conduisent à l'avis de sagesse que je donne. Donc, un avis de sagesse du rapporteur. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 779, qui le défend? Madame Antoine-Brock. Oui, alors c'est un petit peu la même chose que ce que vient de proposer donc le groupe de la France Insoumise. Cet amendement propose que le rapport remis au Parlement communique également des éléments chiffrés sur la nature des actes médicaux pratiqués sur les enfants présentant des variations du développement génital. À l'heure actuelle, l'association GIS Alter Corpus affirme que les actes de conformation sexuée seraient en hausse de 10% depuis 2006. D'après les chiffres issus de l'analyse de la base de données de l'assurance maladie, 4678 opérations auraient été pratiquées sur des enfants de moins de 13 ans. Toutefois, compte tenu de l'existence d'importantes erreurs de codage, il est difficile d'établir quel type de situation médicale recouvre ces chiffres. Ainsi, le recueil d'éléments chiffrés concernant la nature des actes médicaux pratiqués pourrait permettre d'objectiver l'évolution des pratiques médicales dans la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel et d'offrir plus de transparence. Je vous remercie. Merci. Le 1806, Monsieur Lachaud. Oui, dans la logique de l'amendement précédent, rajouter vérifier le respect des droits humains des personnes qui ont subi ces opérations. Mais vu que j'ai été satisfait dans l'amendement précédent, voilà, je le maintiens, mais voilà, si Mme Van Solbreck-Mialon retire son amendement, ça ne me chagrinera pas. Mais sinon, je le voterai avec plaisir. Donc, est-ce qu'on ne chagrine pas Monsieur Lachaud? Est-ce qu'on fait quoi, Monsieur? Non. Pour les droits humains, non, ce sera un avis défavorable. Mais pour le précédent amendement, je donne un avis favorable parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on ait ce type de données qui manque absolument en France et on a des chiffres extrêmement grossiers. Donc, avis favorable. Merci. Monsieur Chiche, rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. J'aurais plaisir à voter cet amendement. Monsieur le rapporteur, pour revenir à notre échange précédent, je ne cherche pas à vous mettre en porte-à-faux. Simplement, une fois que nous arriverons en séance, et moi j'ai quand même besoin de savoir, on est au dernier amendement sur cet article, vous serez amené à rapporter la position de la Commission. Il y a 6 ou 7 amendements absolument essentiels qui ont été retirés en quasi-exclusivité rédigé par notre collègue Raphaël Gérard qui ne peut pas être présent. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ressort de nos travaux en commission sur les sujets qu'il a pointés, savoir s'il faut redéposer à l'identique l'ensemble de ces amendements en séance pour pouvoir en débattre à nouveau comme si l'échange n'avait pas eu lieu ici, ou est-ce que vous prenez un certain nombre d'engagements ou vous proposez un certain nombre de positions pour la commission en vue de la séance. C'est simplement pour le bon déroulé de nos travaux et pour ne pas démultiplier le dépôt d'amendements en vue de la séance. Monsieur le rapporteur. Non, je vous répondrai simplement, Monsieur Chi. Je pense que les amendements pour lesquels j'ai demandé le retrait ne sont en tout cas dans leur rédaction pas adaptés au texte et à l'équilibre du texte de cet article 21 bis. Et donc je crois qu'en fonction du texte qui va sortir de la commission, qui sera enrichi par nos débats, il y aura ou non, en fonction du jugement de chacun, la possibilité de redéposer un amendement qui, j'espère, sera modifié par rapport à la version initiale qui a fait prendre cette décision. Merci. Donc nous passons au vote de l'amendement 1806 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 779 qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous pouvons ainsi voter l'article 21 bis ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? L'article 21 bis est adopté. Je vous propose une pause de 10 minutes.